va débuter ce nouveau talk où on va parler d'un sujet qui intrigue, qui fascine, parfois qui fait peur. C'est l'intelligence artificielle précisément en pâtisserie. Et donc avec nous, on aura en visio Nora Berbery, qui est consultante IA en pâtisserie. Et à nos côtés, on a deux chefs pâtissiers, Johannis Lassémon et Julie Descamps. Je vais les laisser se présenter en quelques mots avant de débuter. Bonjour à tous, donc Julie Descamps, j'ai une pâtisserie, chocolaterie, glacerie à Saint-Just-Saint-Rambert dans le 42, à côté de Saint-Étienne. Et je suis aussi membre du bureau de la Confédération nationale des artisans pâtissiers et présidente du coup de la commission commerciale au sein de ce bureau. Voilà, donc je laisse la parole à mon collègue. Du coup, moi c'est Johannis Lassémon, je suis chef pâtissier, j'ai ma boutique à Bordeaux, donc on fait de la boulangerie, de la pâtisserie, du brunch, un peu de dessert à l'assiette, et voilà. Eh bien, parfait. Nora, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien. Eh Et ben, vous, est-ce que vous m'entendez? Eh ben, nous, on vous voit très bien et on vous entend très bien. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots avant de vous poser ma première question. Bien sûr. Alors, je suis Nora Burberry, effectivement, je suis consultante en IA. Je suis donc à la base docteur en entrepreneuriat et on s'est spécialisé depuis un petit temps, non pas seulement en IA appliquée au sein de l'entreprise, mais aussi également appliquée à corps de métier. 2017, j'ai créé Twilly et chez Twilly, on fait 3 corps d'activité. On fait d'abord tout ce qui est formation. Deuxièmement, on fait tout ce qui est conseil. Et troisièmement, on a nos laboratoires de création de serious games qui sont des plateaux de jeux à but éducatif. Et voilà, donc aujourd'hui, on est bien concentrés, on est ensemble pour le sujet de l'IA. Alors, parfait. Alors, peut-être en quelques mots, nous définir déjà ce que c'est que l'intelligence artificielle et puis surtout comment on peut l'utiliser, à quoi ça peut servir dans notre métier. Alors, l'intelligence artificielle, on a différents types d'intelligence artificielle. J'imagine que votre question plutôt concerne l'intelligence artificielle générative. Oui. La dernière forme d'IA que tout le monde utilise, telles que des solutions telles que ChatGPT, telles que Gemini, telles que Copilot, etc. etc. L'IA, pour faire hyper simple, c'est un programme informatique à la base. Donc, le rôle, c'est de réaliser des tâches qui, à la base, sont dédiées à nous, hommes grands tâches, comme comprendre, comme raisonner, comme dialoguer. Donc voilà, son rôle, c'est vraiment de comprendre, de réaliser. Ce sont des modèles de LLM, large langage modèle, avec plusieurs spécifications, évidemment, sans rentrer dans le côté technique. Une IA générative, elle est en mesure de générer des photos, des images, des vidéos, du texte, des idées, etc. etc. Voilà, vous me dites jusqu'où vous voulez que j'y aille dans la définition? On va aller dans... Non, c'est très clair et c'est très bien. Vous avez, par exemple, étudié précisément une bûche de Noël et vous avez vu que l'IA peut nous aider sur 4 points, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous détailler ces points-là? Bien sûr. Alors, effectivement, on a travaillé avec précisément Relais des desserts, que vous devez connaître, vous êtes tous dans le domaine, pour la création de la bûche de Noël. Alors, pour ceci, on avait un brief. D'abord, les plans de la bûche. Donc, cette bûche de 2025, donc décembre 2025, comment on peut l'imaginer avec l'IA en se basant sur un brief préétabli, c'est-à-dire le contenu de la bûche en termes de goût, de saveur, de parfum, mousse au chocolat, d'argumes, biscuits moelleux, etc. Deuxième point, on avait des critères pour cette bûche, comme par exemple, la bûche devait se vendre en pâtisserie. Portion, on est entre 6 et 8 par la bûche. Il faut qu'elle soit commerciable, donc il faut qu'on puisse la vendre, qu'on puisse aussi la stocker, la packager, etc. en boutique. Donc il fallait être créatif, festif, exceptionnel et familial. C'était les 4 mots-clés pour réfléchir et penser à notre bûche. En parallèle, on avait des mots-clés qui étaient des contraintes ou plutôt des challenges auxquels il fallait y penser, qui sont la technique de la réalisation, le calcul des chutes qu'on va avoir. Vous allez voir la physique de la bûche. Finalement, la recette, les couches de couleurs, une fois on a la bûche qui est constituée, qui est coupée, qui est en parrain, et finalement, et certainement l'esthétique qui est l'aspect final de la bûche. Et alors, en quoi l'IA vous a aidé, par exemple, sur le contenu de la recette? Comment vous avez procédé? Vous donnez le cahier des charges, les ingrédients, et puis on vous crée une recette? Ça se passe comment?
je vous propose de vous raconter l'histoire de la bûche, de comment les choses se sont passées. Pour ceci, je vais partager mon écran avec vous, comme ça vous allez avoir même les photos au fait, de ce qu'on a réalisé avec notre bûche. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon Oui, écran? on voit tout et on voit très bien. Très bien. Alors, en revanche, c'est moi qui ne vous vois plus, donc n'hésitez pas à m'arrêter et à me faire signe. Pas de Ok? souci, ça marche. Donc, on a bien eu le brief, comme vous le voyez ici, au fait, on a bien eu le brief. Qu'est-ce que le client voulait, comment on se projetait. Par la suite, on a eu même nos 4 mots-clés, ceux dont je parlais et que je vais présenter. Et par la suite, on a eu nos challenges. Pour ceci, on a commencé tout d'abord par une technique qui est la prompt, qui sont les prompts. Les prompts, c'est comment discuter, comment parler, c'est ce langage entre nous et l'IA, vous travaillez. Et le prompt, c'est toute une technique, tout un art d'écriture. Des prompts, on en a eu plein, mais beaucoup de prompts, différents résultats, différentes formes. Ce que vous voyez, ce sont des copies d'écran en fait de notre propre travail avec l'IA. Donc on a commencé par un premier prompt, deuxième prompt, troisième prompt. Alors, Et excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous affichez quelque chose à l'écran actuellement ou pas? oui, Eh ben, en fait, ça ne se défile pas. Nous, on n'a que le brief. ok. Alors, est-ce que si je fais ça, maintenant vous voyez Ah oui, là, on voit. Parfait. Alors, on a eu les prompts, donc on a bien rédigé plusieurs prompts, comme je vais essayer un tout petit peu d'agrandir. Donc, plusieurs prompts. Les prompts sont nécessaires pour augmenter les capacités de l'IA et par la suite d'obtenir une réponse. Donc, on n'a pas rédigé un prompt, ni deux, ni trois. On a rédigé des centaines de prompts afin d'obtenir petit à petit ce qu'on veut et atteindre notre objectif. Finalement, ça, c'est À un peu la partir de programmation de l'IA, c'est ça? C'est-à-dire que vous le programmez, vous lui dites, vous lui donnez des informations très précises. Alors, oui, on ne va pas utiliser le mot programmation parce que programmation, c'est aussi entraîner l'IA. On va parler de comment parler à l'IA. C'est-à-dire, c'est l'équivalent des mots-clés qu'on a l'habitude de mettre sur Google, recette, gâteau, chocolat. Ici, on va plutôt rédiger un prompt qui est un peu plus technique. On va donner un rôle à l'IA, des objectifs, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus consistant que seulement mots-clés. Donc, on va apprendre à discuter afin d'obtenir des résultats un peu plus performants. OK? Ça marche, Euh, on vous suit. Alors, on a travaillé avec plusieurs IA, plus que 6 IA, dont les principales sont ici. On parle surtout de DALL-E, de Gemini avec Nano Banana Imagen, de Rêve, Midjourney, FreePic, Leonardo, et ainsi de suite. Ce sont 6 exemples d'IA spécifiques pour générer des photos. Au total, on a généré plus que 350 photos. Une panoplie d'idées. C'était génial, c'était magnifique, on avait dans tous les sens ce qui était réalisable, ce qui n'était pas du tout réalisable, comme par exemple la bûche connectée qui était un peu plus compliquée quand même à réaliser en boutique, etc. À partir de là, on les a répartis. On a commencé un peu à créer des sections. Sur ces sections, on est parti sur 8 thèmes. Les 8 thèmes sont la rose, donc on voit quand même une forme de bûche très très originale dont on n'a pas l'habitude de voir. On a un deuxième thème qui va être la cloche, par exemple, et on s'était dit, OK, ça peut le faire, il faut quand même couper ce dôme qui est assez compliqué à faire. On est parti sur le village de Noël ainsi que la cheminée du Père Noël. On s'était dit, c'est un peu vu, un peu déjà connu, découvrir autre chose. On est parti sur le train jaune qui était emblématique de la région de l'Occitanie, l'horloge avec les 12 coups de minuit. L'astre des neiges, c'est une étoile qui nous a plu, vous allez voir, je vais m'attarder là-dessus, ainsi que l'écrin d'hiver, pareil, on a développé. Donc à partir de là, on a eu 2 thèmes qui étaient retenus et qui étaient l'astre des neiges et l'écrin d'hiver. À ce stade-là, si vous voyez un peu, il y a une logique qui s'est dessinée, et ce, encore une fois, grâce à nos prompts et à nos déroulés, c'est la bûche modulable. Que ça soit avec une étoile où on peut ajouter 4, 6, 8 parts du gâteau, donc de la bûche, ou bien l'écrin d'hiver, on s'était dit, bah finalement, enfin, on n'a plus besoin de couper la bûche elle-même, elle est déjà en part et encore une fois modulable. Donc, ça nous a intéressés. À ce stade-là, on s'est dit, bon, on a 2 idées, on les a retenues. Ça serait bien d'étudier l'aspect technique de la réalisation de ces 2 modèles. Est-ce que les 2 sont réalisables? Qu'est-ce que ça nous prend? Qu'est-ce que ça nous coûte? Vous allez voir en termes de chute, de technicité, etc. Donc, je vais commencer par l'astre des neiges. C'est une étoile
on s'était dit, OK, étoile, c'est bien. Après discussion avec les chefs pour voir ce qui est réalisable, pas réalisable, on a affiné cette idée d'astre vers plutôt une étoile de neige. Il faut dire que les ornements sont des ornements coupés au laser à eau, etc. Tout ce côté-là a déjà été préétudié dès le départ. On s'est quand même affronté à quelques problèmes, à quelques challenges avec ce modèle qui était, on a deux choix en fait, soit on part d'un moule, un moule sur mesure, vous voyez un peu ce côté un peu bombé de l'étoile, hein. Un moule qui est compliqué à obtenir et aussi cher en termes de coût. Autre chose, on a calculé la perte des matières, on était à 50% de perte de matière afin de dessiner cet astre 3D. Et par la suite, l'obtenir en commerce dans ces conditions était un peu plus compliqué. Raison pour laquelle on a été creuser la deuxième idée qui était l'écrin d'hiver. On a généré plusieurs photos qui vont décrire cet écrin. Encore une fois, ce qui nous a intéressé, si vous voyez un peu ici dans la dernière photo, on voit très bien les parts qui sont dessinées. On s'est dit, parfait. Bon, la première question, c'est comment on fait? Maintenant, pour le réaliser, est-ce que c'est réalisable? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à l'IA de dessiner le mécanisme de cette bûche. Et si vous voyez ici, l'IA nous a dit, regardez, votre bûche, il faut que les parts sont reliées au milieu par un centre en chocolat, entre guillemets, qui, une fois est retiré, hop, la bûche peut s'ouvrir. Et c'est là, on va voir la répartition des différentes pièces ou parts de la bûche. Et en étudiant ceci, l'IA nous a présenté la bûche qui est celle-là, qui se tient devant vous à l'écran. Alors évidemment, hein, après plusieurs travails, plusieurs prompts, plusieurs allers-retours, on a découvert cette bûche qui visuellement, elle est assez sympathique. La prochaine question qui va se poser, c'est comment la réaliser encore une fois. C'est là on a dit, OK, parfait, répartissons la bûche en plusieurs étapes. Et regardez, on parle déjà d'une demi-sphère ainsi que les couleurs à l'intérieur de notre bûche. Donc, on a fixé le premier point qui était la reine qui est en chocolat, le capuchon, qui, une fois on va le retirer, automatiquement ces parts vont s'ouvrir. Et je vais vous montrer d'ailleurs une vidéo réalisée par l'IA et la vidéo de la réalité à la fin, qui est sur un socle, lui aussi qui est en chocolat. Et donc, rien ne se perd avec notre bûche. Okay, et c'est là où on a demandé à l'IA, on lui a dit, ben, parfait, donc si on a cet écrin d'hiver, à quoi peut ressembler l'ouverture de notre bûche? Vous allez voir, l'IA n'a pas dessiné le contenu, elle a uniquement généré une vidéo, montrer un peu le mécanisme de l'ouverture. Alors, la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo générée par l'IA. Voilà. OK, donc à ce stade-là, on a une idée. C'est bien, mais la bûche, vous avez bien compris que pour le moment, elle est vide. Il est temps de la remplir. Pour ceci, on a été rédiger et voir avec l'IA des techniques de réalisation, comment on peut préparer la sphère, la composition de la sphère, l'épaisseur, le poids, le diamètre, la hauteur, etc., etc. Et c'est là où on s'est rendu compte que pour réaliser cette sphère, avec le moins de chute, c'est réaliser au fait deux sphères qui se collent l'une sur l'autre avec parts prédessinées, ou plutôt qui seront dessinées un peu plus tard avec chef pâtissier. À ce stade-là, on a commencé une proposition de recette, encore une fois étudiée par l'IA, et ce, basé sur le brief, le cahier des charges de départ, c'est-à-dire le matériel, les ingrédients, les couleurs et les différentes couches qui peuvent se superposer dans une bûche, notamment dans ce modèle-là, niveau poids et niveau texture, que tout ne colle pas, qu'on continue à ouvrir la bûche, etc., etc. Alors évidemment, c'est une proposition de recette, parce que vous allez voir, la recette, la technicité, la méthodologie ont été toutes revues, vérifiées et validées par les chefs pâtissiers qui, eux, ont réalisé la bûche pour de vrai, hein, dans la réalité. D'autres points qu'on a étudiés, c'était la perte des matières. Donc, vous voyez, on a quand même estimé une perte des matières qui va s'élever entre 10 et 12% du poids. On s'est dit non, peut-être ça fait beaucoup. On a étudié comment réduire cette perte de matière au fait avec la bûche. Et c'est là on a remarqué nos difficultés par rapport à l'écrin. C'était une demande d'une grande maîtrise et du temps parce qu'il fallait quand même que les chefs pâtissiers prennent le temps de réaliser cette bûche et surtout qu'on ait pas mal de tests au début pour qu'on fixe recette, méthodologie et produits nécessaires.
Donc voilà, la régularité des parts et finalement, attention donc à l'entrement, ne pas se détacher. Au fait, quand on ouvre la bûche, on avait la problématique que les parts restent sans être collées l'une à l'autre pour voir vraiment cette fleur s'ouvrir, qui sont les parts de la bûche, et ce uniquement au moment où on retire le capuchon de la bûche. Donc voilà, regardez les premiers tests, les premières réalisations par les chefs pâtissiers même. Donc, je vais vous commencer ici. On s'était dit, là, regardez, on a fait quand même la reine, le capuchon. On s'était dit, ok, ben on va faire le test. Voilà. Vous êtes en train de voir, j'imagine. La vidéo tourne. Oui, oui, on voit bien. Regardez, on a enlevé le capuchon. Effectivement, ça s'est ouvert, mais pas assez. C'est pas assez encore pour voir vraiment le contenu. Il nous fallait encore travailler encore plus la technicité. Et regardez, quand on a avancé un peu plus dans les tests, le socle un peu plus large par le dessous, 100% en chocolat. Pour le moment, on retire le capuchon et hop, la bûche s'ouvre. Donc à ce stade, on avait bien la technique de réalisation. On a confirmé que c'était réalisable et on sait maintenant comment la réaliser. À ce stade de la question, on s'est posé, parfait, le contenu. Et vous allez voir que le contenu, on a retravaillé un peu ici avec l'IA, notamment le jeu de couleurs, les formes. Et vous allez voir, je vais vous montrer la version finale. On s'était dit, parfait, si on a une bûche qui est réalisable, on a étudié le diamètre, la sphère, la hauteur, la forme, il nous restait quand même un point qui était très important. Et là, c'était le packaging. Encore une fois, le packaging, lui, il a été étudié avec l'IA, dessiné par l'IA. On a calculé ensemble hauteur, largeur, comment on peut le porter, et surtout, visuellement, quel va être le point le plus intéressant à voir, à présenter, c'est-à-dire quelque chose qui est facile à utiliser en boutique pour mettre la bûche. Et une fois le client il est chez lui, quel packaging il lui fallait pour que ça s'ouvre. Et derrière lui, il voit la bûche et il n'a pas besoin de la porter, mais juste de la glisser vers lui. Donc voilà, une boîte encore une fois en fleurs qui va rappeler un peu l'ouverture de la bûche. Donc là, on a un ruban en tissu qui s'ouvre, le packaging s'ouvre et à l'intérieur, on a notre bûche. Juste pour info, on a étudié également avec l'IA la création d'un QR code, mangeable ou pas, qui peut se joindre soit à la bûche, soit au packaging, qui explique toute la démarche de création d'une bûche aussi artistique que celle qu'on vient de voir, qui finalement a été créée par ce que j'appelle l'IA et l'IH, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Pour clôturer en beauté, regardez, ça c'est la vidéo qui a eu lieu en fin septembre lors de la présentation des différentes créations auprès de l'association Relais des desserts, et ce niveau national. Alors, la bûche même, créée par l'IA, réalisée par les chefs pâtissiers, et hop. Alors ce qui est intéressant, regardez les couleurs, les couches à l'intérieur qui ont été dessinées et réalisées encore une fois par les chefs pâtissiers. Je vous la mets pour la deuxième fois. Regardez, hop, on retire. La bûche s'ouvre en douceur et nous y voilà. Différentes couches, différentes formes, inclus le packaging. Donc voilà, une petite histoire pour partir de l'IA vers l'IH, donc l'intelligence humaine, et sans l'intervention, que ce soit nous derrière, peaufiner les retours, continuer les dessins, l'imagination, que ce soit technique, chute, esthétique, etc. Sans tous les tests et l'accompagnement des chefs pâtissiers, de toute l'équipe qui a accompagné, évidemment, l'IA seule n'aurait pas observé le jour. La bûche IA pure n'aurait pas pu observer le jour. Ouais, merci beaucoup pour toute cette explication, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez eu des limites? Des limites, bien sûr. D'abord dans la création, pour commencer dans l'esthétique, on a eu des formes, mais IA connectée électrique, c'est-à-dire la bûche électrique presque. Bien sûr, on a eu des limites qui est l'imagination de l'IA. Il faut dire que l'IA, elle n'imagine pas, elle n'a pas une étincelle d'imagination. L'IA, elle va récupérer des petits bouts d'informations qu'elle sait, elle va les faire mouliner, les mélanger, et hop, on va avoir de nouvelles photos. Donc là, il fallait vraiment orienter l'IA vers quelque chose de réalisable. Première limite, bien sûr, c'est si le produit était réalisable, faisable dans la vraie vie ou pas. Deuxièmement, l'IA est très bien à dessiner, à inventer, elle imagine, mais ça ne veut pas dire que c'est réalisable, encore une fois, cette fois-ci, niveau recette. Donc, il fallait voir si la recette était réalisable, si les couches
couler ensemble, si le matériel, la quantité demandée est toujours rentable par rapport au prix final de la bûche, et surtout le temps de réalisation, elle est très bien travaillée pour que nos chefs pâtissiers passent le strict nécessaire, on va dire le juste temps pour réaliser un gâteau qui se vend à X prix. Donc voilà l'esthétique, la technique, la recette et certainement les chutes qu'on a beaucoup travaillé aussi avec l'IA. Donc il fallait lui expliquer à l'IA qu'est-ce que ça veut dire chute et pourquoi on ne voulait pas, etc., etc. Et est-ce que finalement, on perd pas un petit peu l'authenticité, la patte du pâtissier en utilisant un peu trop l'IA? Si on s'arrête à l'IA, oui. De toute façon, j'ai envie de vous dire, tout ce qu'elle dit l'IA n'est pas réalisable. Notre ratio maximal est de 70% de bonnes réponses. Donc si l'IA est uniquement ce que fait l'IA, ce qu'elle dit l'IA, sans lire et sans vérifier, sans ajouter aussi notre pensée critique, c'est-à-dire l'empreinte du pâtissier, son savoir-faire, son expérience. Je pense que le résultat ne sera pas concluant. Donc, je pense que l'IA seule, la réponse est non, il ne faut pas compter sur l'IA seule. Mais la réponse est IA et pâtissier. La réponse est certainement, on peut y aller à l'avant, on peut y aller vite, on peut imaginer de nouvelles choses. Sinon, ma réponse est oui, on peut aller loin. Mais il ne faut surtout pas compter sur l'IA d'une façon aveuglette et uniquement l'IA. Là, la réponse serait non. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Je crois que vous aviez une demi-heure, c'est ça, une petite demi-heure pour nous. Oui. Vous avez encore le temps ou pas? Oui. S'il y a des questions, avec plaisir. Ok, bah, n'hésitez pas. Non? Est-ce que selon vous, peut-être une autre question, est-ce que selon vous, les pâtissiers aujourd'hui devraient intégrer l'IA justement dans la conception de leurs recettes, pas forcément des recettes, mais tout ce qui, enfin voilà, est-ce qu'ils devraient penser à ça au labo? L'IA est un outil et il faut voir l'IA comme un outil. C'est-à-dire, l'IA aujourd'hui, elle est en mesure de résumer, elle est en mesure de proposer, elle est en mesure de suggérer. C'est comme un chef pâtissier qui dit je ne veux pas de boîte mail, ou je ne veux pas de réseaux sociaux, ou je ne veux pas de communication sur mes réalisations. Ce n'est qu'un outil comme les autres. Si on sait bien l'utiliser, il peut devenir un allié. Et là, j'ai envie de vous dire oui. Faites appel à l'IA à condition de bien utiliser l'IA et à condition, un point très important, et je le dis haut et fort, le chef pâtissier reste le maître. C'est lui qui décide, ce n'est pas l'IA. C'est lui qui juge oui ou non, faisable, pas faisable, bonne idée ou pas, c'est le chef pâtissier qui décide. Tant que le chef pâtissier, il a toujours la main dessus, l'IA, oui, peut être très utile et vous êtes fortement bien et correctement l'utiliser. Et si je ne me trompe pas, vous me corrigez, mais je pense, Pâtissart, vous avez mis à disposition des participants et des chefs pâtissiers des bots, Oui. etc. Oui, justement, donc Pâtissart, je rebondis sur ce que vous dites, ils ont mis en place un agent autonome Pâtissart qui a été proposé aux candidats qui passent actuellement le concours professionnel là, actuellement, et ça fait partie de la notation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'agent autonome Pâtissart, justement? Alors, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas testé, mais je peux vous dire qu'est-ce que ça veut dire un agent autonome, Oui. au moins là. Alors, si on parle, vous avez ce que vous connaissez comme par exemple type ChatGPT ou Gemini ou Copilot ou peu importe quelle IA générative aujourd'hui vous utilisez, c'est un modèle LLM, large langage modèle. C'est-à-dire vous posez une question, vous avez une réponse. À ce stade-là, ça se limite à je demande une question et l'IA me fournit une réponse, peu importe si la réponse est sous forme de texte, d'image, vidéo, etc. Un agent, c'est un agent qui est en mesure d'aller au-delà de ceci. Exemple, un chef pâtissier qui va lui dire écoute, qu'est-ce que tu en penses de cette recette? Développe, donne-moi plus de technicité de fabrication. Comment je peux faire pour réduire mon temps de production? Ou est-ce qu'il y a une autre technique de production que tu peux me proposer afin de produire le gâteau ou la texture, etc. L'agent, il va être en mesure pas seulement de lui proposer, mais peut-être automatiquement aussi lui montrer une vidéo. Si la vidéo lui plaît, l'agent peut lui dire, bah, parfait, est-ce que tu souhaites que je la partage par mail à ton équipe?
Il suffit de lui dire oui pour que l'agent aussi le fasse, le réalise. Donc, on est sur des IA, sur des modèles de bots qui sont en mesure d'échanger, qui sont préprogrammés et surtout qui sont très focus, c'est-à-dire spécialisés dans le domaine de la pâtisserie, qui veut dire que la réponse elle est encore plus précise qu'une IA générative, générale, commune à plusieurs sujets. Donc là, on est plutôt auprès d'IA qui sont dédiés, spécialisés dans des domaines spécifiques tels que la pâtisserie. On a avec nous 2 chefs Merci. pâtissiers. Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Alors surtout toi, Johannis, qui était là l'année dernière et qui était peut-être un peu plus réticent à l'IA, et je crois que ton avis a changé en un an. C'est tout à fait ça. L'an dernier, j'avais échangé avec Emmanuel Morand. Je ne me rappelle plus du nom de l'intervenant. Mais du coup, qui était spécialiste IA. Et j'étais arrivé avec un peu de réticence justement sur l'utilisation de l'IA, le rapport de l'IA à l'artisanat, voilà, comment personnaliser toujours notre travail, nos projets, nos œuvres et nos créations. Et en fin de compte, oui, il m'a mis un peu en lumière le fait que c'est un outil, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un outil, c'est un levier. Donc en fait, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses qui englobent notre travail de l'artisanat, c'est-à-dire la gestion de mail, la gestion de comptabilité, réaliser une fiche technique ou adapter une fiche technique avec des contraintes. Mais effectivement, moi, je préfère continuer à utiliser ma créativité personnelle pour réaliser mes créations. Mais ça peut être utile dans plein de solutions différentes, comme adapter par exemple une recette à une contrainte végétarienne qu'on pourrait avoir ou végane. Voilà. Dans l'opérationnel, tous les jours, ça peut être vraiment très utile. Maintenant, voilà, moi, mon côté un peu plus personnel va pas aller demander à l'IA de créer une bûche de Noël pour la fin d'année, mais je peux comprendre que certains artisans, certains ouvriers peuvent utiliser cet outil comme cela. Et toi, Julie? Alors nous, l'IA, ça fait quelques mois qu'on s'en sert. On s'en sert du côté communication, donc sur beaucoup de nos supports de réseaux sociaux, que ce soit pour l'écriture de tout ce qui est texte de publication, que ce soit aussi pour le transfert de certaines photos, c'est-à-dire qu'on a des photos, par exemple, de pièces montées, de wedding cake qu'on a pris au laboratoire. Le fond est pas joli et c'est vrai que sur un feed Instagram, ça serait pas génial. On demande à l'IA de détourer le gâteau et de créer un fond sur un thème de mariage ou sur un thème d'anniversaire, etc. Et après, du coup, on peut poster la photo et on a l'impression que la photo a été prise lors de l'événement. On s'en sert pour tout ce qui est organisation, planification sur des gros événements type salon, pour générer des to-do list, pour générer des organigrammes. On s'en sert pour tout ce qui est décor chocolat aussi, pour les programmes Watercut. Donc parfois sur certaines formes, pour alléger certaines formes, pour éviter les arrêts de jet d'eau. On s'en sert aussi pour la création de visuels, pour l'impression 3D, puisqu'on imprime des moules 3D chez nous. On s'en sert pour vraiment beaucoup de choses. Après, c'est comme disait mon collègue, on va pas s'en servir pour créer un gâteau. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on fait parce qu'on estime que déjà, on n'en a pas spécialement le besoin parce que les pâtissiers ont toujours des idées, des inspirations. Et pour moi, l'IA n'a pas lieu d'être sur ce type de questions. C'est plus un outil vraiment qu'on utilise au quotidien pour se faciliter la vie, aller plus vite. Et c'est aussi de l'économie d'argent sur plusieurs choses qui parfois peuvent coûter, comme par exemple des supports visuels qu'on peut déléguer à un community manager, un photographe, un graphiste, et en fait on va pouvoir le faire nous-mêmes grâce à l'IA. Donc voilà, après moi je trouve que c'est un outil moderne qu'il faut appréhender, mais il faut quand même faire attention à pas se laisser emporter par cet outil. Et c'est un gain de temps aussi pour vous? C'est clairement un gain de temps. Hein. Quand vous faites de la gestion photo pour des réseaux sociaux, etc., si vous détourez tout à la main, que vous mettez des fonds vous-même, etc., sur Photoshop, sur Illustrator, ça vous prend des heures, alors que l'IA le fait en moins de 10 secondes. Enfin, c'est ça, c'est pas notre travail en règle générale. On n'a pas toujours les compétences, pas toujours les outils aussi, ou les logiciels pour pouvoir le faire assez rapidement. Donc effectivement, ça, c'est toujours un gain de temps. Il y a pas mal de pâtissiers, un peu plus, je mets des gros guillemets, anciens dans le public. Est-ce que vous utilisez l'IA ou pas? Ce serait intéressant d'avoir votre avis, vu que vous êtes là. Je sais pas s'il y en a un qui veut répondre à la question.
Je vous donne un micro. Oui. Alors, Philippe Guilbert, je suis artisan pâtissier à Valenciennes. J'ai mon fils qui a repris l'entreprise et donc aujourd'hui sa compagne est très très friande de l'IA. Mais pour l'instant, ça reste dans la création, comme l'a dit Julie, création de textes, publication sur les réseaux sociaux, et transformer, animer des fois voilà, des personnages en chocolat. Je prends, ou faire, voilà. Je prends l'exemple, la création d'un gâteau pour la fête des pères, un peu à l'arrache, et il faut les mettre sur les réseaux sociaux, et derrière, prendre la photo du gâteau et venir par l'IA mettre un grand-père qui vient prendre ce gâteau et puis voilà, le retirer alors que jamais il y a quelqu'un qui a fait la démarche. Donc ça, c'est voilà, c'est à ce niveau-là qu'on l'utilise. Et peut-être après, dans un second temps, comme l'a dit Julie aussi, c'est s'en servir pour les plannings, c'est s'en servir pour la gestion courante de l'entreprise, pour libérer du temps et pour pouvoir continuer par contre à faire de la créativité. Parce que je pense, moi personnellement, que la créativité, elle doit toujours venir des humains et la machine doit être là pour aider et non pas remplacer la personne dans la créativité. Merci beaucoup. Une autre personne qui veut réagir à ce sujet? Non. Bah écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin. J'ai peut-être une petite question. Vas-y. Est-ce qu'il y a un IA qui pourrait un peu plus s'adapter à l'artisanat ou est-ce qu'ils sont tous au même niveau, on va dire, sur notre utilisation ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça à conseiller de votre part? Je pense que vous êtes en train de me regarder. Oui, désolé. Il y a un écran là-bas. D'accord. Effectivement. Au fait, il y a deux niveaux. Pour adapter l'IA à l'artisanat, il faut dès le départ, dans votre prompt, avoir préparé l'IA à réfléchir comme un artisanat, c'est-à-dire à se mettre dans la peau d'eux, lui donner un rôle préprogrammé. À partir de là, vous allez pouvoir avoir des réponses qui sont dédiées, voire même personnalisées pour ce sujet-là. Autre chose, une IA qui est spécialisée IA pâtisserie, vous avez typiquement ce que Pâtissart va mis à votre disposition. Là, c'est vraiment une IA dédiée à cet objectif-là et on n'est plus sur une IA générale. Alors, elles sont toutes génératives, mais on n'est plus sur une IA générative générale, si je peux me permettre, type ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Donc, vous avez plein d'IA qui sont spécialisées dans différents domaines et si vous voulez vraiment de l'artisanat, la réponse est oui. D'abord, vous fermez votre IA à être une IA spécialisée dedans, ou bien une IA spécialisée uniquement dans ce domaine. Dans ce cas-là, vous avez ce que Pâtissart a mis à votre disposition. Très bien, merci. Oui, il y a une question. Je vais répéter la question pour que tout le monde entende bien. C'est si on compare dans 10 ou 20 ans un pâtissier qui a utilisé l'IA et un autre pâtissier qui n'a pas utilisé l'IA, est-ce qu'il y aura un écart? Est-ce qu'il y aura une grosse différence en termes de tout, de rentabilité, d'innovation, etc. C'est la Je suis question. désolée parce que je ne vois pas, mais est-ce que la question m'est adressée? Oui. Oui. Alors, la réponse est oui, certainement. Déjà 10 ans, d'ici 10 ans, dans le monde de l'IA, c'est très, très, très loin. On parle déjà, en 2030, on parle déjà des robots. Alors, je ne parle pas du petit robot pâtissier qui va mais je parle vraiment d'un robot humanoïde. Donc la réponse est oui, bien sûr. Un pâtissier, un chef pâtissier qui utilise l'IA et l'autre qui n'utilise pas, l'IA est un outil. L'IA est un outil. Elle est assimilée à l'arrivée de l'électricité dans notre monde. Donc pour vous dire la puissance de l'outil. Un chef pâtissier qui est en mesure d'utiliser correctement, et j'insiste sur le correctement, c'est-à-dire on voit la réponse de l'IA, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend la main. Il va être en mesure de réduire les chutes, il va être en mesure de réduire ses consommations d'électricité, il va être en mesure de bien répartir la main-d'œuvre, de gérer sa production, de prédire la demande des consommateurs. Qu'est-ce que je vais vendre? Quelle tendance aujourd'hui? Quelle est la tendance de consommation? Vous avez dit deux mots qui étaient très importants, vegan et voilà. Donc ce sont des de consommation, gluten, pas gluten, etc.
Tout ça, l'IA va vous accompagner. OK? Elle va vous accompagner dans les nouvelles recettes, dans les nouvelles techniques de production. Elle va vous accompagner également dans une technique de conservation de vos produits. Elle va vous accompagner aussi par rapport à la communication auprès de vos clients. Des exemples ont été donnés avec le public. Tout ça, l'IA va être en mesure de vous accompagner. On ne peut pas être spécialiste dans tout, mais on peut demander à l'IA de nous accompagner, de prévoir, de prédire, de donner des idées, etc. Mais je répète, la baguette magique n'existe pas. Okay, donc, il faut comprendre ce que l'IA dit. Il faut d'abord savoir lui parler, voir la réponse, évaluer la pertinence de la réponse et juger par vous-même si la réponse est oui, si on la déploie, oui ou pas. Donc voilà, certainement oui. On va avoir des chefs pâtissiers qui vont produire plus, qui vont produire plus longtemps, qui vont produire d'une façon plus consommable et qui vont moins polluer dans leur production aussi. Qui vont générer moins de chutes, donc moins de pertes, donc moins de pollution de matière, etc. La réponse est certainement oui. Encore une fois, je répète, à condition de bien l'utiliser. Parfait. Oui. Après, je sais que c'est un impact quand même écologique, l'utilisation de l'IA. Si on commence à vraiment généraliser vraiment son utilisation chez tous les artisans, chez tous les employés, employeurs, etc., etc. Est-ce que cet impact-là va pas être encore plus compliqué pour la situation de l'environnement dans le monde? La réponse est aujourd'hui, l'IA, elle pollue. Et là, vous avez entièrement raison. Elle pollue beaucoup plus qu'une recherche Google. On va être honnête, cash, elle pollue beaucoup. Mais ça, c'est aujourd'hui. Sachez qu'elle consomme beaucoup, elle pollue beaucoup, sauf que les géants des constructeurs, on va dire IA, ils sont en train d'investir dans du nucléaire pour produire de l'électricité propre. En Europe, on est en train de penser à produire des microprocesseurs verts. Les microprocesseurs sont les moteurs de l'IA. Okay, on réfléchit même à des IA formats, que ce soit l'entraînement ou bien quand vous discutez avec l'IA, où le format de l'IA est plus petit. Ce sont un peu les mots que vous entendez en mini, nano, etc. Ce sont des formats plus petits, donc ils consomment moins. Je pense que si vous accordez un petit temps, certes, la consommation, elle sera moins impactante. Déjà, aujourd'hui, elle est beaucoup moins impactante que le tout début, c'est-à-dire le ChatGPT 3.5 qui était hyper polluant, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Comparé avec le GPT-5 d'aujourd'hui, il est beaucoup moins polluant qu'il y a quelques années. Mais ceci est dû à la façon d'entraîner l'IA, à la façon de programmer l'IA, au matériel utilisé, que ce sont les data centers un peu plus verts, les clouds, ainsi que les microprocesseurs, etc. Donc, je pense avec le temps, cette consommation, elle est en train de rentrer dans les normes de consommation plus propres. Je ne dis pas zéro impact, je dis plus propre qu'aujourd'hui. Mais je vous rejoins à vous dire que c'est quelque chose qui peut polluer. Si on ne limite pas nos conversations, on passe des heures et des heures et des heures à discuter toute la journée avec l'IA, bien sûr que c'est polluant. Après, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir sur ça parce que oui, l'IA pollue, certes, mais un pâtissier qui fait que des chutes dans tous ces cadres fait un gaspillage alimentaire énorme. Un pâtissier qui passe 4 heures sur son ordi à rédiger quelque chose, il fait tourner son ordi 4 heures au lieu de 3 minutes. Je pense qu'au final, ça peut peut-être s'équilibrer par l'utilisation intelligente et par le fait que, comme vous avez expliqué, à côté de ça, il y a de la recherche pour faire de l'IA moins polluante. Et je pense qu'à terme, ça s'équilibrera sûrement. Et il faut que je pense que ça soit accompagné dès la scolarité, dès les formations, du coup, l'utilisation de l'IA. Moi, je sais que je travaille avec l'Institut culinaire de France à Bordeaux qui justement ont une classe où ils mettent ça en action pour justement sensibiliser et que dès la formation, ils aient une bonne utilisation de l'IA pour éviter justement qu'il y a aussi trop de débordements, comme on disait tout à l'heure, on parlait pendant 15 ans avec l'intelligence artificielle. Ça, mais je suis d'accord. Eh bien, merci à vous tous pour ces échanges très pertinents. Merci beaucoup, Nora, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous deux. Peut-être l'année prochaine, on aura la même discussion et vous aurez encore un autre avis sur l'IA. Nous, on va enchaîner tout de suite avec un petit mot du président de la Confédération nationale des artisans pâtissiers. Et puis ensuite, on aura un talk sur la génération Z. Donc, merci à vous. On peut vous applaudir. Merci à vous. Merci à vous.